Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce jeudi. Le coronavirus avec la vente de cercueils qui explose actuellement au même titre que le nombre de morts. Nous avons rencontré un fabricant qui nous a confié que ses commandes ont triplé depuis le début de la troisième vague. Jamais le cimetière de Pikine n'avait connu une telle situation. De 3, le nombre d'enterrements est passé à 20 par jour. Les lieux risquent de fermer plus tôt que prévu. Et le phénomène s'observe également dans d'autres cimetières de Dakar. Et enfin, nous irons dans quelques centres d'examen du baccalauréat. Les épreuves vont donc démarrer aujourd'hui dans un respect strict et contrôlé des mesures barrières. Mais aucun incident majeur n'a été signalé pour ce premier jour. Alexandre Montero fabrique des cercueils. Son chiffre d'affaires a fortement augmenté ces derniers jours face à la demande importante. En d'autres termes, ses commandes ont presque triplé au rythme de l'intensité du nombre de morts liés au Covid-19. Boubacar Dia et Sidi l'ont rencontré. Reportage. C'est avec beaucoup d'entrain que Pierre scie les planches en contreplaqué, les fixe sur les parois du cercueil posé sur son plan de travail. Ensuite, il rabote pour arrondir les angles. Des cercueils fabriqués de telle sorte que le mort y soit confortablement installé. Ces derniers temps, les commandes de cercueils ont doublé. Oui, depuis un mois là, j'ai ressenti que les commandes ont doublé par rapport au mois précédent. Au mois de janvier et février, on a eu ce même cycle de commandes. Avant, souvent, on faisait par mois un cercueil, deux cercueils, par mois. Mais là, par semaine, on est passé 3 à 4 cercueils par semaine. Selon lui, c'est la Covid-19 qui fait exploser les commandes. Cela est dû certainement au Covid. Parce qu'avant, on ne faisait pas autant de cercueils à ce rythme-là. Il fabrique 3 types de cercueils selon une fourchette de prix. Comme celui-là, d'habitude, on regarde 250, le plus cher. Des fois, on le paie moins, ça dépend de la situation financière des personnes aussi. Je tiens beaucoup compte. Il y a aussi un cercueil qu'on fait, il est tout blanc. Quand on le confectionne ainsi, on l'amène à la salle de laquage. Après, c'est là qui est tout en blanc. Voilà. C'est le luxe, quoi. C'est le cercueil le plus luxe. Le plus luxe. Voilà. Il coûte dans les 350, 400 000. Pour la fabrication, le client doit être précis dans sa commande, la taille, la corpulence, entre autres. Juste en premier, il faut la taille de la personne, la corpulence. S'il n'est pas fort, s'il est maigre, il a sa taille normale. Mais nous, quand on a la taille normale, on augmente un petit peu pour ne pas avoir de surprise, quoi. Depuis 20 ans, Alexandre fabrique des cercueils, un métier qu'il a hérité de son père, un métier qu'il aime et assume pleinement. Le nombre d'enterrements au cimetière de Pikine a explosé ces derniers temps, passant de 3 à 20 par jour, du jamais vu, une situation exceptionnelle. Et les responsables du cimetière sont complètement désemparés. À ce rythme, les lieux déjà pleins à craquer risquent de fermer une bonne fois pour toutes. Vous voyez ce reportage inédit signé par Ibrahim Ndiaye. Période de troisième vague de la pandémie Covid-19, beaucoup de Sénégalais ont les yeux rivés sur les cimetières. Celui de Pikine est au devant de la scène depuis plusieurs jours à cause du rythme infernal d'enterrement. Le nombre d'enterrements a vraiment explosé. Pour une journée, on n'a enregistré que 3 voire 4 décès. Mais là, il nous arrive de recenser une vingtaine de morts. Sur les réseaux sociaux, les populations de la ville, gagnées par la peur, ont alerté sur la vague d'enterrement actuellement notée sur les lieux. Mais attention, pas suffisant pour faire le lien entre la pandémie Covid-19 et la hausse des décès dans la localité.
nous n'avons pas de certificat de genre de mort, raison pour laquelle nous ne pouvons pas trop nous avancer sur le lien qui existerait entre ce flux important d'inhumation et la Covid. Toujours est-il que, comme j'ai dit tantôt, ce cimetière-là a dépassé largement sa capacité d'accueil. Et aujourd'hui, depuis la Tabaski, on y a reçu pas moins de 103 dépouilles, ce qui est un pic, quoi, c'est des records. En même temps, hier par exemple, comme j'ai dit, normalement à 18h on ferme, mais jusqu'à 20h30, les gens étaient là, avec des fossoyeurs à la recherche, n'est-ce pas, donc d'espaces où inhumer ces espaces-là qui n'existent pas finalement. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'une bonne partie de la population trouve la situation alarmante et demande l'extension du cimetière. La solution que l'on trouve, c'est d'ouvrir d'anciennes tombes, anciennes entre guillemets, mais c'est des tombes où reposent des parents de personnes, pour mettre de côté les restes et puis inhumer une autre personne. Évidemment, il y aura une nouvelle pierre tombale et puis ça crée des tensions. Ces situations que nous décrivons, et c'est pourquoi nous avons appelé l'État du Sénégal à ce qu'effectivement soit procédé dans les meilleurs délais à l'extension de ce cimetière-là, parce qu'il y a de l'espace à côté sur 12 hectares. En attendant l'extension du cimetière municipal de Pikine et d'avoir la certitude sur le lien qui pourrait exister entre la hausse des enterrements et la troisième vague de la pandémie Covid-19, les familles éplorées peinent à trouver des lieux servant de sépulture à leurs proches disparus. 11 nouveaux décès aujourd'hui, en plus de 884 nouvelles contaminations. Le ministre de la Justice fait partie de ces nouveaux cas. Dans un communiqué, Maître Malick Sall a confirmé avoir été testé positif au coronavirus. Il invite donc les Sénégalais à redoubler de vigilance. Et malgré la propagation du coronavirus, le Grand Magal de Touba est maintenu. Le comité d'organisation s'est réuni. Et parmi les premières mesures phares, l'obligation pour tous les pèlerins de se vacciner avant le 18 Safar. Et je rappelle que l'événement rassemble tous les ans des centaines de milliers de fidèles. Là-dessus, le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, au micro de Gorondak Faye. Nous vivons la troisième vague, une vague beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus contagieuse. La contagiosité est accrue pour cette troisième vague-là. Donc, nous devons de prioriser la lutte contre le Covid-19. Nous avons déjà démarré par notre réunion par un exposé, une communication du médecin-chef sur la lutte, la prévention de la Covid et aussi le renforcement du dispositif de vaccination. Il faudrait que les pèlerins qui nous viennent de toutes les régions, qui viennent de l'étranger, partout au monde, prennent aussi les mesures de sauvegarde pour nous aider justement à contenir la Covid par la vaccination et par le port de masques. C'est un appel aussi que je lance aux forces de sécurité, aux transporteurs, à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid, n'est-ce pas, de mettre l'accent sur le port de masques et le respect des mesures barrières. Première journée ce jeudi du baccalauréat 2021. Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Selon le ministère de l'Éducation nationale, une délégation de la tutelle a visité quelques centres d'examen ce matin. Le tout avec Seynabou Babou et Moussa Fall. Réveil matinal pour des milliers d'élèves à la quête de leur premier diplôme universitaire. Malgré la pandémie de Covid-19, tout se déroule normalement. C'est du moins le constat de l'inspectrice de l'Académie de Dakar. Elle était en visite dans quelques centres d'examen. Nous avons effectué une visite au niveau de 2 centres. Ici à Blaise Diagne. Avant, nous sommes passés à Sainte-Bernadette. Pour voir un peu les conditions d'organisation, les conditions matérielles et surtout les conditions qui sont mises en place pour le respect des gestes barrières. Le constat, c'est de dire Alhamdulillah, tout se passe bien. Le directeur de l'enseignement moyen secondaire se réjouit du dispositif mis en place dans les écoles pour le respect scrupuleux des gestes barrières. Par rapport à ce que nous avons vu, en tout cas, nous sommes vraiment satisfaits du dispositif. Et le dispositif mis en place tout au long de l'année scolaire a été simplement renforcé.
raison pour laquelle ce que nous avons vu ici au niveau de Blaise Diagne, au niveau de Sainte-Bernadette, et les échos que nous avons aussi au niveau national, nous sommes connectés avec tous les inspecteurs d'académie et vraiment ce sont vraiment des échos favorables. En croire le directeur de l'office du bac, les résultats seront envoyés par SMS comme l'année dernière. Tout ceci pour éviter les rassemblements lors des délibérations. On a utilisé le téléphone donc pour envoyer aux élèves leurs résultats par SMS. Et ça, depuis, on le continue. C'est-à-dire les élèves ont même reçu des informations correspondant à leur jury d'affectation, leur numéro de table et tout. Ils l'ont reçu par SMS depuis le mois d'avril. Ensuite, ils ont reçu, pour ceux qui ont fait le bac technique, ils ont reçu le résultat du premier et du deuxième groupe par téléphone également. Et pour le baccalauréat général, il en sera de même. Pour tous les élèves et pour tous les candidats plutôt qui ont donné un numéro de téléphone valide. Ils sont au total 153 727 candidats à la quête de leur premier diplôme universitaire. D'importants moyens financiers et logistiques sont mobilisés pour un bon déroulement des examens. Et d'ailleurs, la crise sanitaire n'a pas fini de perturber le système éducatif sénégalais. Les cours seront suspendus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à compter de ce samedi 31 juillet jusqu'au 4 octobre prochain. Une décision de l'Assemblée de l'université commentée par les étudiants ici dans ce reportage de Ahmed Diouf. C'est le calme plat à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le campus pédagogique ferme ses portes dès ce samedi. Les étudiants sur place n'apprécient pas cette décision de l'Assemblée de l'université. La préoccupation de cette étudiante en Master 2 est le mémoire qu'elle prépare. Ça ne m'arrange pas du tout et ça ne m'arrange pas mes camarades aussi. Parce que nous devions vraiment faire des recherches pour notre mémoire. Et là, ils proposent le campus pédagogique. Et ce n'est pas pour le campus social. Mais je crois que s'ils ferment le campus pédagogique, ce sera valable pour le campus social aussi. Et nous, imagine que tu dois écrire ton mémoire, il te faut des recherches, on ferme le campus, tu es obligé de rentrer chez toi. Donc ça me pose vraiment problème et j'ai la peine de devoir vraiment écrire sans les conditions réunies. Certains étudiants profitent de l'occasion pour rejoindre leur famille au village, une situation qui peut favoriser la propagation des cas de Covid-19. L'Assemblée pour la fermeture de l'université nous a même beaucoup surpris, même si on est bien conscient que la situation est alarmante, ça on le constate, mais parce que je ne sais pas pour les autres facultés, mais pour la mienne, on devait terminer bientôt parce que nous sommes à la second semestre. En phase, la semaine prochaine on fait l'arrêt de cours, on devait se terminer. Si on arrête le cours maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas, mais ça ne va, en tout cas, ça ne va pas nous arranger. On n'a pas d'autre choix, on doit retourner. On doit retourner, oui. Il n'y a pas d'autre choix. Même son de cloche avec cet étudiant tchadien qui n'a pas encore terminé ses cours. Il compte retourner dans son pays d'origine pour poursuivre ses révisions. Ça se propage dans le pays, au village comme dans les villes aussi. Ici, c'est l'université. Bon, il y a beaucoup de monde. Mais on peut rester avec les moyens, on peut se protéger et continuer les études. Parce que même si on rentre chez nous aussi, ça peut se propager là-bas. Donc j'aurais aimé qu'on reste étudier et qu'on prenne les mesures qu'il faut pour continuer. Cette fermeture est liée à l'augmentation des cas de Covid-19 au Sénégal. Avec le variant Delta, la contamination s'accélère et les populations se ruent vers les centres de vaccination. Et puisque la répétition est pédagogique, lutter contre le coronavirus, c'est aussi rendre propre son cadre de vie. Le groupe Media Invest a lancé des opérations de désinfection de ses locaux. Le respect des mesures barrières reste le maître mot. Et je vous propose d'écouter Tradition de agent commercial qui nous parle de l'importance de garder nos maisons propres. On est venu pour faire la désinfection des locaux. Vu avec le contexte du coronavirus, on est venu pour désinfecter les locaux, faire une protection de 30 jours, parce que nos produits, ce sont des antibactériens, désinfectants et nettoyants, et qui restent actifs une fois sec à 30 secondes d'application. Nos produits sont sans alcool aussi et certifiés ISO 9001. Vous pouvez continuer de travailler avec vos bureaux et vos machines aussi,
Parce que le produit, une fois pulvérisé, on laisse 30 minutes les lieux fermés et 10 minutes après on ouvre les portes et les fenêtres et après les bureaux sont accessibles et vous pouvez continuer votre travail sans effet parce que c'est pour protéger les personnes qui se trouvent là-bas. Donc 30 jours après, il n'y a pas de bactéries ni de virus. Il ne faut pas oublier aussi de mettre le masque et de vous protéger aussi et d'appliquer des mesures barrières parce que on ne fait pas une désinfection, après on laisse les mains. Il faut aussi se protéger, il faut appliquer les gestes barrières, mettre un masque, mettre un gel ou bien chaque instant laver les mains et mettre un gel aussi. Et dans le reste de l'actualité, une date en novembre prochain, Dakar va abriter le forum sur la coopération sino-africaine, un événement qui va permettre de renforcer le partenariat entre l'Afrique et la Chine dans des domaines divers et variés. À ce propos, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, au micro de Mme Abdou Gaye Kassé. Le FOCAC, faut-il le rappeler, est un cadre de dialogue politique créé en 2000 pour mieux asseoir la coopération entre la Chine et l'Afrique sur la base de principes aussi importants que le pragmatisme, la sincérité, le respect mutuel et l'efficience. C'est donc un instrument de partenariat stratégique multilatéral entre la Chine et notre continent dont la vitalité n'est plus à démontrer. Du reste, la Chine a été, ces 2 dernières décennies, le premier pays pourvoyeur de financement et de projets de développement en Afrique. En effet, son intervention touche d'importants domaines tels que les infrastructures, le commerce, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, la paix et la sécurité, l'éducation, entre autres. Aussi, la Chine et l'Afrique ont-elles balisé de nouvelles pistes de coopération et identifier des projets communs à mettre en œuvre en conformité avec les priorités exprimées par les 2 parties. Alors que la coopération africaine a atteint des niveaux jamais égalés, la coprésidence sénégalaise du FOCAC constitue pour notre pays un véritable défi. Il s'agira donc, dans un contexte de Covid-19, de renforcer davantage ce partenariat, de coordonner les activités à l'échelle du continent et de défendre ses intérêts au moment où le président Macky Sall vient d'être élu à la présidence en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Un mot sur l'affaire des 94 milliards impliquant l'homme politique Ousmane Sonko et l'homme d'affaires Tahirou Sarr. Ce dernier aurait proposé 10 milliards de francs CFA à la famille héritière du titre foncier litigieux. La famille Mbagour Diagne en question a tenu à apporter quelques éclaircissements par la voix de son porte-parole, Mamadou Diop. La voie que nous avons prise, c'est celle de négocier avec un mandataire désigné à la personne de Demba pour rencontrer les autorités et l'État et discuter sur le problème en amont et en aval afin d'arriver à une stabilité sociale, à un compromis paisible pour que règne dans ce dialogue une paix durable entre les membres de la famille, mais entre aujourd'hui les occupants des terres. Il était convenu qu'au sortir de la réunion avec l'autorité préfectorale, qu'une mission serait détachée pour aller faire des opérations de relevé géométrique et topographique afin de rétrocéder toutes les surfaces ou périmètres inoccupés à la famille. Avant que nous soyons dans cette conclusion, M. Tahirou apparaît, comme l'évoque le journal, avec une proposition de 10 milliards. Nous parlons de 94 milliards au lieu de 10 milliards. Ce qui nous révèle que l'État aujourd'hui est victime, comme la famille. L'État qui débouche 94 milliards n'a même pas 1 mètre carré de sa possession. La famille bénéficiaire d'une vente de 94 milliards n'a encaissé que 2,5 milliards. Nous avons demandé au mandataire Demba de se rapprocher des autorités et de continuer la négociation et d'arriver à une solution, de restituer les terres inoccupées à la famille, de faire le reprofilage foncier des terres occupées pour un dialogue et un consensus dégagé à que chacun en sorte gagnant-gagnant.
Direction la Gambie, alors que tout le pays attendait la remise de son rapport demain vendredi, le président de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a indiqué que par contrainte de temps, son équipe n'a pas été en mesure de finir le travail. En concertation avec le ministre de la Justice gambien, il a été décidé de décaler de 8 semaines la remise du rapport entier au chef de l'État. Fenêtre d'Afrique avec Amadou Barry. Écoutez, ce rapport qui devait être rendu ce vendredi était attendu par tout un pays. C'est tout un pays qui retenait son souffle au bout de 2 ans et demi d'activité. Ce vendredi devait être le jour J en Gambie, car la commission devait remettre au chef de l'État son rapport complet de ces 2 ans et demi d'activité. Malheureusement, hier, en marge d'une conférence de presse, 2 jours avant cette échéance, le président de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a annoncé que son équipe n'a pas été en mesure de compléter la rédaction du rapport. Son équipe a donc contacté la tutelle, le ministère de la Justice, pour lui notifier cette nouvelle. En concertation avec le ministère de tutelle, il a été décidé de repousser cette échéance. 8 semaines sont accordées, qu'on rallonge à cette date. Il faut rappeler avant cela aussi, même durant les auditions de la commission, la date, le mandat, c'était de 2 ans, mais 6 mois ont été ajoutés. Donc, la commission a jusqu'à le 30 septembre, il faut retenir la date à laquelle la commission devra compléter entièrement la rédaction du rapport. D'après le président de cette commission, il s'agit d'un travail titanesque, car selon lui, 2600 témoignages ont été reçus par la commission. Environ 400 personnes ont été auditionnées au bout de 2 ans et demi d'intenses activités par la commission, qui a écouté et les bourreaux et les victimes du règne de Yahya Jammeh. Donc il faut comprendre que cette commission a un nouveau délai de 8 semaines de nouveau pour compléter ce rapport, car la commission a indiqué qu'elle ne voudrait pas rendre un rapport partiel et que les attentes sont nombreuses, surtout notamment du côté des victimes qui attendent d'être indemnisées, qui attendent que justice soit faite, car il y a quand même des aveux importants qui ont été révélés devant cette commission. Des bourreaux ont reconnu, la plupart ont reconnu leur forfait, et on attend que justice soit rendue. Il faut dire qu'avant même que cette nouvelle soit annoncée, ce mercredi, dans le pays, il règne une sorte de fièvre, et on sentait cette pression. On a demandé au président de cette commission, est-ce qu'ils sentent quand même une certaine pression vu les attentes nombreuses auprès du public. Il a décliné, il a dit non seulement il y a une pression, mais surtout le volume du travail, car il faut rendre un rapport complet et surtout éviter le scénario avec les autres commissions dans le passé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Les programmes se poursuivent sur ITV. Bonsoir et à demain.